100 jours, donc, la mêlée numérique, journée territoire en transition, autour des territoires intelligents, durables. On a évoqué ce matin tout ce qui pouvait remettre en question cette notion d'intelligence, apporter des solutions aussi et rendre plus humain le numérique. Mais avec quels moyens? C'est la question que l'on va se poser aussi. Quels moyens, alors financiers ou pas, mais ingénierie ou outils, solutions à disposition? C'est la séquence qu'on vous propose là tout de suite. Merci de rester avec nous, même si je sais que c'est l'approche du déjeuner, mais on va essayer d'être un peu concis. Et en tout cas, tout est en direct, tout est en replay. Aussi par la suite, on aura le plaisir de revisionner ça. Et de toute façon, vous allez aussi nous adresser des tips, des liens ou des endroits où aller chercher. On vous remercie. Eh bien, j'accueille encore une fois, mais toujours avec plaisir, Benoît Chabrier à la préfecture. En suivant interviendra donc Guillaume Petitjean de la Banque des Territoires. En suivant, Grégory Porte de l'UGAP. Et enfin, Elsa Denain du CNES. Vous avez quelques minutes pour donner l'essentiel pratico-pratique sur tous ces sujets. Quels moyens, quelles initiatives et solutions? Merci Louis. Donc on m'a demandé de pitcher sur les subventions de l'État, ce qui n'est pas un truc forcément passionnant. Et vous allez voir, ça part un peu dans tous les sens. Donc je vais essayer de faire ça et de rendre ça le plus intéressant possible. Donc déjà, au niveau des subventions de l'État, on a un site qui s'appelle Aide Territoire, qui est censé regrouper toutes les subventions de l'État, mais pas que, puisqu'il y a des collectivités qui mettent aussi leurs subventions. Donc c'est ce qu'on appelle une start-up d'État qui a justement pris cette mission d'arriver à centraliser toutes les subventions. Donc Aide Territoire, vous cherchez ça dans Google, vous trouverez. C'est plutôt bien fait. Ensuite, on a d'autres financeurs, on n'a pas que l'État, heureusement. On a le conseil régional, les conseils départementaux, les EPCI, les communes, etc., qui financent. Et évidemment l'Union européenne. Donc à minima, moi je parlerai de l'Union européenne, même si on n'est pas forcément autorité de gestion. Donc on a des projets transfrontaliers. Donc on a du POCTEFA pour les départements pyrénéens, qui s'allie donc avec des départements espagnols. On a des projets sud-ouest qui sont sud-ouest français, Espagne, Portugal. Là aussi, il y a beaucoup de financement. Donc ça, c'est des projets européens à mener avec d'autres partenaires, d'autres pays européens. Donc ce n'est pas forcément très connu, on n'est pas forcément les meilleurs pour répondre à ces projets, mais il y a quand même beaucoup de financement mobilisé. On a évidemment le FEDER, le FSE, donc là c'est le conseil régional qui est autorité de gestion, mais qui a aussi quand même des moyens importants pour l'innovation, l'économie décarbonée, la mobilité, l'emploi et le rééquilibrage territorial. Donc voilà, ça c'est la partie UE. Donc là, plutôt au conseil régional, quand même, hein, le contact, autorité de gestion. On a ensuite au niveau de l'État, donc pour les territoires. Donc on a des fonds classiques, dotation globale de fonctionnement, péréquation entre communes. Bon, ça, on ne va pas parler de tout ça, mais on avait le plan de relance qui se termine cette année. Donc là, on est vraiment dans les fins de crédit, de reliquat du plan de relance. Donc ça, je pense que tout le monde, ou en tout cas, il y en a pas mal de territoires qui ont su en profiter, c'est tant mieux. Dans l'innovation, on a aussi le FTAP. Donc le FTAP, c'est le Fonds de transformation de l'action publique, qui est géré par la DITP. La DITP, c'est la Direction interministérielle de la transformation publique. Et donc là, on est sur des fonds d'innovation plutôt à destination des services de l'État, mais je pense que les collectivités peuvent être soit partenaires, soit lauréates. Alors ça dépend, c'est des appels à projets souvent, donc il faut voir ça sur le site de la DITP. Et puis, on a aussi, nous, un laboratoire d'innovation territoriale au SGAR avec une chargée de mission à la préfecture de région qui s'occupe de ça. Ensuite, on a au niveau régional, préfet de région, on a du FNAT, le Fonds national d'aménagement du territoire. Donc ça, c'est le fonds classique que un peu toutes les collectivités connaissent. Si vous voulez du FNAT, il faut aller voir votre préfet de département et que votre préfet de département priorise votre dossier pour le faire passer au préfet de région qui ensuite peut financer des projets. On a des dotations de l'État aussi en soutien à l'investissement local, DECIL, et en dotation de soutien à l'investissement départemental, donc plutôt DECID, plutôt pour les conseils départementaux, enfin, même complètement pour les conseils départementaux. Là aussi, on a quand même des enveloppes importantes dans chaque département que le préfet de région donne. Et la porte d'entrée, c'est pareil, c'est vraiment le préfet de département. Alors c'est à destination des collectivités, ça, hein, ces dotations. On a toujours à destination des collectivités la DETR, qui est la dotation en équipement pour les territoires ruraux. Donc ça aussi, c'est un classique que les élus ruraux connaissent, mais bon, je la mets dans la liste.
Donc pareil, un préfet de département, le contact. Et puis ensuite, on a donc ça, c'est les financements un peu, on va dire, droit commun, FNAT, DECIL, DECID, DETR. Ensuite, on a des financements plus sectoriels. Sur l'inclusion numérique, on a les tiers-lieux, on a une nouvelle vague de fabrique de territoire qui vient d'être lancée. On finance Rhinoc, on finance des réseaux aussi, Rhinoc, La Rosée. On finance l'inclusion numérique à travers les conseillers numériques France Service. Donc on les finance un peu moins qu'avant avec le plan de relance, mais on continue quand même de les financer. On finance des coordinateurs bientôt d'inclusion numérique. On va bientôt financer un peu plus le hub avec la Banque des Territoires. On finance l'ingénierie aussi en 2024 sur l'inclusion numérique. Donc tout ça, on le finance. Alors les conseillers numériques France Service, par exemple, pour l'inclusion, je dis on le finance le gouvernement, mais avec notre opérateur préféré à destination des territoires, qui est la Banque des Territoires. Donc ce n'est pas directement là le préfet qu'il faut solliciter, quoique ça peut toujours être une porte d'entrée, mais derrière, ensuite, toute la mécanique est gérée par la Banque des Territoires. On a aussi des dotations sectorielles sur la politique de la ville. Donc là, le point d'entrée, c'est plutôt le délégué ou la déléguée du préfet sur les quartiers prioritaires. On a le commissaire à la lutte contre la pauvreté, qui a une enveloppe aussi assez conséquente, qui est principalement donnée aux conseils départementaux. On a sur la transition écologique le fonds vert. Donc le fonds vert, cette année, c'était 2 milliards au niveau national. On a un peu moins de 10% au niveau régional. Et donc là, on finance des projets de collectivité. Et là, c'est pareil, c'est vraiment le préfet de département le point d'entrée. Donc la collectivité va toquer chez le préfet de département, va lui déposer son dossier. Et ensuite, nous, on le finance avec ce fonds vert. Donc là, on est sur des thématiques assez larges du plan France Nation Verte. Mieux se déplacer, d'ailleurs qui reprend un peu les thématiques du CNES, je pense. C'est mieux se déplacer, mieux se loger, mieux préserver et valoriser notre écosystème, mieux produire, mieux se nourrir, mieux consommer. Autre dernier fonds, mais j'en ai sûrement oublié, c'est le France 2030. Donc ça, vous avez dû en entendre parler. C'est plutôt destiné quand même aux entreprises privées, au secteur industriel. Mais les collectivités sont éligibles sur certains projets. Donc on a plein d'appels à projets. Donc c'est france2030.gouv.fr. On a aussi une partie régionalisée qu'on fait avec le conseil régional. Donc là, il y a 88 millions d'euros cofinancés à 50-50 État-région. Donc là, il faut aller voir ADOC pour une entreprise. Donc là, la partie régionale, c'est vraiment destiné aux entreprises privées. Et donc ça, on le fait à travers, pareil, des opérateurs. Donc France 2030, ce n'est pas nous qui mettons en œuvre, ce n'est pas les préfets, en fait, c'est la Banque des Territoires pour tout ce qui est plutôt collectivité, l'Agence nationale de la recherche pour tout ce qui est monde universitaire, BPI France pour tout ce qui est entreprise. Et pour terminer, les soutiens non financiers, on a aussi des soutiens en ingénierie, on peut mettre des ETP ou des expertises à disposition. Donc ça, c'est plutôt l'ANCT qui le fait, donc l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Ils le font sur certaines communes sur la transformation SI. Donc c'est vrai que si des communes veulent un audit de leur système d'information, elles peuvent demander à l'ANCT qui leur mettra X jours d'experts, de consultants à disposition. Ils le font en ce moment sur la Haute-Garonne sur le numérique responsable. En ce moment, donc ils financent Haute-Garonne numérique. Enfin, ils financent pas, non, ils mettent à disposition une expertise pour que Haute-Garonne numérique arrive à à faire des feuilles de route numériques éco-responsables avec les collectivités. Donc voilà, on a aussi ce type de soutien qui se fait via l'ANCT. Voilà, donc des soutiens financiers. Voilà, donc le point d'entrée, ça peut évidemment être moi. Et puis ensuite, je renverrai. Sinon, c'est le préfet de département, en général le sous-préfet d'arrondissement qui aussi peut mobiliser. L'idée, c'est vraiment d'aller voir le sous-préfet de chez vous, qui lui est la porte d'entrée, qui va pouvoir mobiliser telle ou telle personne, telle ou telle direction régionale pour vous aider à monter vos projets, à les financer. Voilà, merci. Merci. Donc, son numéro de téléphone, c'est le... Non, je plaisante. Merci encore, Benoît. Tu es parmi nous là aujourd'hui durant l'événement et également accessible voilà, en s'adressant au service de la préfecture, bien entendu. Guillaume, du coup, Petit Jean, on a entendu que vous travaillez très souvent avec l'État. Vous avez plusieurs activités par ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Tu peux nous en dire plus sur la Banque des Territoires et comment, quels moyens pour les territoires intelligents et durables aujourd'hui vous opérez, vous animez, vous financez peut-être?
Bonjour à tous et à tous. Alors Louis, effectivement, tu as raison, la Banque des territoires fait beaucoup, beaucoup de choses. Donc l'idée aussi pour moi, c'est de concentrer le propos sur les territoires intelligents et durables, et principalement à destination des collectivités territoriales. Euh, je, je vais présenter les choses un peu en deux temps. Le premier temps, c'est celui des infrastructures. Ça a été évoqué ce matin, ça sera réévoqué cet après-midi dans une table ronde à laquelle je participerai. Il y a énormément de travail qui a été fait, des subventions qui ont été déployées, tant par l'État, les collectivités et des institutions comme la Caisse des dépôts qui ont mis plus d'1 milliard d'euros aujourd'hui pour qu'il y ait la fibre sur tous les territoires. Mais il reste encore des choses à faire sur les infras. Il n'y a pas que les infras fixes. Demain, il y a les infras radio, il y a l'IoT, il y a la 4G, il y a la 5G. Et là, la Banque des territoires souhaite investir aux côtés des collectivités pour porter ce genre de projet d'infrastructure qui reste aussi des projets de demain, et qu'une fois que la fibre est déployée, il y a encore des choses à faire sur les infras. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, qui est et non des moindres, il y a quelques semaines, avec la NCT, la Banque des territoires a publié un guide sur la résilience territoriale, et en particulier pour finalement sensibiliser les collectivités aux nouvelles problématiques, aux nouveaux risques, les risques environnementaux et risques systémiques qui pèsent sur un certain nombre d'infrastructures vitales. On pense en particulier au réseau de fibres. Donc il y a potentiellement des investissements assez importants à réaliser du côté des infrastructures pour assurer leur résilience face aux nouveaux risques qui malheureusement seront de plus en plus nombreux, et une occurrence d'événements climatiques qui dépassent ce qu'on a pu voir jusqu'à aujourd'hui, qui nécessitent potentiellement de faire des investissements. Donc là, on peut cofinancer des études sur la résilience des infrastructures portées par les collectivités. Alors, ça sera principalement les syndicats numériques ou les départements, hein, les grosses collectivités qui ont porté les DSP ou qui ont porté les investissements sur la fibre. C'est les premières cibles, hein. On a mis en place il y a 1 an à peu près avec Haute-Garonne Numérique une étude test qu'on souhaite maintenant plus largement déployer, et on peut cofinancer naturellement jusqu'à 50% les montants de ces études qui sont portées par les collectivités. Donc ça, c'était le deuxième point qui était aussi un point infrastructure, ce qui m'amène au troisième qui est celui des usages. Puisque, comme ça a été dit par Louis ou par Benoît, la Banque des territoires accompagne déjà depuis des années un certain nombre de territoires, en particulier sur la Smart City et Innovation. Je pense en particulier au programme Action Cœur de Ville depuis 2018, et qu'on s'est rendu compte que le sujet de l'appropriation de la donnée et la valorisation des données territoriales mérite encore d'être accompagné et soutenu sur différents types de territoires. C'est pour ça qu'on a monté depuis le début de cette année un programme d'accompagnement de données et territoires. C'est aussi des crédits d'ingénierie, et c'est des crédits d'ingénierie qui peuvent couvrir jusqu'à 50% aussi des montants de dépenses des collectivités, hein, qui restent naturellement maîtres d'ouvrage. Et on peut intervenir sur 4 grands items. Le premier item, c'est celui finalement de la maturité, c'est-à-dire que toutes les collectivités n'ont pas du tout le même niveau de maturité en matière de données territoriales. Donc l'idée, c'est de les accompagner dans un premier temps pour faire ce diagnostic, identifier qu'elles ont déjà des données et comment elles pourraient finalement créer de la valeur à partir de ces données-là. Le deuxième axe, c'est celui des cas d'usage, c'est-à-dire de s'arrêter, d'accompagner en fait sur un cas d'usage précis ou quelques cas d'usage précis la collectivité à les mettre en œuvre. Le troisième volet, c'est celui de la gouvernance. Ça a été évoqué tout à l'heure par Onyx. C'est celui de la gouvernance de la donnée et les structurations organisationnelles au sein des collectivités qui nécessitent potentiellement d'être revues avec ce nouveau schéma de pensée et la valorisation de la donnée territoriale au service des politiques publiques. Et le troisième volet, qui est celui de pouvoir cofinancer aussi des études qui visent à accompagner les collectivités à choisir des outils. Parce qu'aujourd'hui, et la Banque des territoires a aussi investi dans un certain nombre d'outils pour développer les clouds souverains, ou mettre en place tout un écosystème qui n'est pas américain ou asiatique. L'idée, c'est de pouvoir accompagner les collectivités à trouver des solutions de gestion de leurs données, des plateformes. Donc là, c'est de manière aussi totalement objective, c'est d'apporter du conseil aux collectivités. Donc, si vous souhaitez bénéficier de nos accompagnements financiers, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre attache avec vos directeurs territoriaux ou chargés de développement sur chacun des départements dans lesquels vous vous situez. Et ensuite, bien évidemment, ils feront l'intermédiaire avec moi pour qu'on puisse après voir
au cas par cas, parce qu'à chaque fois, les situations sont différentes, pour qu'on mette en place l'écofinancement en ingénierie. Ou, si vous êtes plus avancé, je pense à certaines collectivités qui ont monté des projets où là, il y a besoin d'investisseurs privés. La Banque des Territoires est toujours ouverte à pouvoir apporter des fonds aux côtés des collectivités et d'acteurs privés du territoire. Merci beaucoup pour cet éclairage sur le type de moyens ou d'accompagnement et comment on y accède aussi. C'est important, c'est ce qu'on voulait passer comme message. Une autre manière, peut-être, d'autres moyens qui sont à notre disposition en tant que collectivité, quand on a une collectivité justement pour s'équiper, s'outiller. J'ai le plaisir d'accueillir, on a le plaisir d'accueillir l'UGAP aujourd'hui qui est partenaire de cette rencontre, également grand partenaire. Merci beaucoup pour votre soutien et merci d'intervenir là tout de suite pour nous donner plusieurs éléments justement qui vont nous être pratiques en tant que collectivité. Bonjour à tous. Aujourd'hui, mon rôle principal, ça va être de vous expliquer ce qu'est l'UGAP finalement, parce que je pense que dans l'Assemblée, l'UGAP n'est pas forcément très connu. De la même manière que la mêlée numérique est un facilitateur du numérique, l'UGAP est un facilitateur de la commande publique. Donc quel intérêt pour vous, alors que vous soyez une entité publique, une collectivité, ou que vous soyez un entrepreneur, une SS2I, c'est finalement de faire rencontrer ces mondes et donc ces besoins, et donc derrière ces commandes de la part d'un certain nombre de clients, qui sont des clients publics. L'UGAP est une centrale d'achat public, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, on est sous tutelle du ministère du Budget, ce qui signifie que la mission première de l'UGAP, c'est finalement de s'assurer que le denier public, donc vos impôts, soient investis à juste titre pour quelque chose qui permette effectivement de faire avancer les politiques publiques et qui soit efficient. Alors très concrètement, quel est le rôle de l'UGAP donc par rapport au domaine d'intervention sur lesquels vous intervenez? Dans le domaine du numérique, finalement, tout ce qui est usage, c'est quelque chose qui est au cœur de nos préoccupations. Pourquoi? L'UGAP a un catalogue qui est pléthorique en termes de propositions, de solutions, de matériel, etc. Mais il faut savoir que l'UGAP s'adresse à tout client public, donc c'est-à-dire à l'État, aux collectivités, au secteur hospitalier public, et donc pour des usages qui sont à la fois parfois communs et en même temps multiples. Je prends un exemple, un usage commun, ça peut être l'usage d'un ordinateur portable que toute administration, toute collectivité peut avoir besoin d'utiliser en termes de moyens de fonctionnement pour tout un chacun, et des choses beaucoup plus dédiées qui seraient par exemple des applications qui permettraient de faire justement de la cartographie du territoire avec des données qui soient qualifiées derrière pour pouvoir augmenter la valeur de services rendus à la population. Donc on est vraiment sur deux enjeux complètement différents. Un enjeu très standard finalement, où le rôle de la centrale d'achat public est de proposer le meilleur standard possible au meilleur prix aux clients publics, et un enjeu de coller au plus près des préoccupations des politiques publiques qui sont menées et dans le cadre actuel notamment du développement durable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, en fait, on a développé toute une approche spécifique qui vise à mieux comprendre les besoins des territoires. Donc là, on est sur, par exemple, en termes de structuration des achats, sur un projet qu'on a dénommé « Territoire de demain ». C'est une terminologie ugapienne, mais c'est au regard aussi des échanges partenariaux qu'on peut avoir avec des acteurs locaux en Occitanie. Au premier chef, la région Occitanie, qui est partenaire de l'UGAP sur des sujets d'innovation, donc notamment sur le numérique, et également évidemment en lien avec les structures institutionnelles, donc la préfecture de région et le SGAR, puisque notre vocation, c'est de concourir à développer et à apporter des solutions qui concourent aux politiques publiques, donc au déploiement de ces politiques publiques. Sur l'aspect plus concret des choses, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'à la fois, on sert donc beaucoup d'acteurs, et puis le catalogue de l'UGAP, c'est finalement tout le monde privé. C'est-à-dire qu'en clair, l'UGAP n'est qu'un, mais est surtout un intermédiaire, et c'est vraiment la valeur ajoutée de l'UGAP. C'est-à-dire que pour pouvoir proposer à une entité publique
des services et des solutions, il faut répondre à un certain nombre de critères qui sont liés à ce qu'est le code des marchés publics, l'achat public de manière générale. Ça, c'est notre expertise, c'est notre raison d'être. Ça veut dire que tout ce que l'on peut proposer à l'UGAP, dans le catalogue de l'UGAP, au sens générique du terme, finalement a fait l'objet d'appels d'offres et donc de notifications de marché. Et on doit pouvoir donc le déployer auprès de chaque acteur client de l'UGAP pour pouvoir faciliter cet achat public, puisque finalement, si je prends l'exemple d'une entreprise qui souhaite pouvoir répondre aux besoins du monde public, la réponse de l'entrepreneur à travers des procédures de code des marchés publics, c'est des ressources, c'est du temps. Et puis, finalement, s'il souhaite avoir plusieurs clients, ce qui est un peu la logique entrepreneuriale, il va falloir répondre à plusieurs appels d'offres. Donc, c'est tout à fait légitime et c'est comme ça que fonctionne l'achat public, encore une fois, pour les raisons de bonne gestion du denier public. Mais l'UGAP, justement, permet, en intégrant le catalogue de l'UGAP, en étant référencé à l'UGAP à travers un marché, donc un appel d'offres qui a été notifié par l'UGAP, de diffuser ensuite les solutions du catalogue UGAP à l'ensemble des acteurs clients potentiels du monde public. Donc voilà, ça c'est un point très important. Notre rôle, il est ici fondamentalement, c'est-à-dire de faciliter l'achat public. Et après, très concrètement, dans plein de domaines, et notamment dans le domaine du numérique, et donc avec les applications qu'il y a d'ailleurs. Donc je vais en dire un mot. Finalement, notre enjeu, et ce qui est plus difficile pour nous, c'est de déterminer quels sont les usages. Pourquoi ? Simplement parce que ce n'est pas l'UGAP qui va le décider tout seul dans son coin. Ce sont les clients de l'UGAP qui regardent dans le catalogue de l'UGAP et qui demandent à l'UGAP, finalement, est-ce que vous avez telle ou telle solution à me proposer ? Si c'est le cas, c'est très simple, mais on est dans des logiques itératives, c'est-à-dire que le catalogue de l'UGAP, finalement, d'une année sur l'autre, continue à proposer des solutions à des besoins qui sont historiques et qui vont perdurer, mais qui évoluent aussi dans leurs usages propres. Si je prends l'exemple finalement des demandes de mobilier, aujourd'hui, on est beaucoup plus sur des approches multimodales et sur des choses qui sont beaucoup plus appréhendées en termes d'usage et de changement de comportement, de changement de façon d'opérer, que sur de la livraison de mobilier pour un bâtiment quelconque. Dans le numérique, c'est pareil. Donc finalement, qu'est-ce que l'on fait aujourd'hui dans le domaine pour pouvoir œuvrer vers le développement des territoires, l'intelligence de la donnée numérique? On travaille notamment avec des acteurs comme le CNES, donc qui va intervenir tout à l'heure, pour pouvoir intégrer un certain nombre de solutions satellitaires. Alors quel intérêt ? Bon, le satellite, c'est une chose, c'est très éloigné de ce que fait l'UGAP à la base, mais le satellite, c'est de la donnée numérique. Et la donnée numérique va donner lieu à une analyse. Et l'analyse va donner lieu à une information. Elle va donner lieu finalement à potentiellement une prestation et une solution. Donc un certain nombre d'acteurs du domaine du satellitaire finalement sont en amont de l'innovation, de nouvelles propositions qui peuvent être faites aux collectivités sur des solutions de gestion. Gestion de risque, tout ce qui est mobilité, donc tout ce qui recoupe aussi l'environnement, optimisation, cartographie, voilà, à travers toutes ces solutions satellitaires que l'on peut porter à l'UGAP, puisqu'on travaille en collaboration donc, avec des entités comme le CNES, pour pouvoir trouver des débouchés finalement à ce monde de l'innovation et du spatial. Lorsqu'on arrive à objectiver un usage potentiel à travers une solution qui va être proposée par un acteur local, on contribue de cette manière-là, effectivement, au développement numérique du territoire. Donc voilà. Après, je ne vais pas forcément, parce qu'il pourrait y avoir beaucoup de choses à dire. C'est très très large, encore une fois, comme j'ai évoqué un petit peu ce qu'est l'UGAP. Donc si vous avez des questions ou des commentaires, ou si vous souhaitez interagir, n'hésitez pas à le faire. Merci beaucoup. J'irai voir ce catalogue aussi, par curiosité aussi. On a le plaisir d'accueillir justement un peu préintroduite Elsa Donin du CNES, du coup, qui nous a amené aussi un support pour qu'on visualise rapidement, mais ce dont il est question actuellement dans vos activités. Je vous donne le micro tout de suite. Et là, il y a donc la télécommande pour le support. Très bien, merci. Bonjour à tous, merci Louis.
Oui, donc je commencerai par quelques propos introductifs voilà, d'ordre général, et ensuite je ferai un focus sur France 2030. Mais donc effectivement, moi, je suis venue vous parler de spatial comme moyen, voilà, notamment au service des territoires et de la transition. Je travaille au CNES, à la direction de la stratégie. Voilà, je suis responsable de la stratégie donnée. Et donc voilà, dans un premier temps, j'aimerais peut-être dresser un tableau très très rapide de du contexte de ce que le spatial peut pour les territoires et la transition. Et dans un second temps, voilà, parler de ce volet spatial de France 2030 sur le côté aval ou valorisation quoi, des données. Peut-être donc quelques mots de contexte. Je pense historiquement, les données spatiales, elles sont utilisées par les scientifiques voilà, depuis au moins une trentaine d'années. Mais ce qu'on observe, c'est un élargissement des communautés bénéficiaires utilisatrices de ces données spatiales. Et voilà, peut-être que je mettrai en avant 3 points tendanciels. Premièrement, ce qu'on observe en ce moment-là et depuis quelques années, c'est une industrialisation de l'offre spatiale, donc avec plus de satellites, plus de performance, plus de résolution, que ce soit de manière temporelle ou spatiale. Deuxièmement, une progression des capacités numériques, donc plutôt sur la deuxième partie de la chaîne de la valeur, une fois que la donnée descend. Et troisièmement, on peut considérer que le spatial, pour faire face aux défis climatiques et environnementaux, est particulièrement pertinent et utile parce qu'il offre une vision globale et donc qu'il constitue une source de connaissances voilà, en faveur de la résilience très, très intéressante. Notamment, les données spatiales démontrent leur efficacité pour le suivi des politiques publiques. Et peut-être que je citerai 2 initiatives que vous connaissez sans doute. Hein. Déjà, le plan d'application satellitaire piloté par le ministère de la Transition écologique avec trois moutures, donc 2011, 2018 et la sortie d'un 3e plan l'année dernière en 2022, donc en faveur de l'appropriation du spatial par les administrations, et également ce qu'on fait au CNES via l'initiative Connect Back CNES, qui est donc une démarche qui vise à l'accompagnement des communautés utilisatrices de solutions spatiales et d'accompagnement et de promotion de l'écosystème plus large, donc aussi industriel, voilà, à la fois côté offre et côté demande. Et donc, voilà, j'aimerais faire un tout petit zoom sur ce qu'on est en train de déployer dans le cadre du volet spatial de France 2030. Donc peut-être un rapide panorama. France 2030 volet spatial, c'est doté à 1,5 milliard d'euros avec 3 axes, les lanceurs, les constellations et le développement des nouveaux marchés, notamment de l'aval. Et donc dans ce cadre, le CNES est opérateur coopérateur aux côtés de BPI France et le CNES en particulier chargé de l'aspect appel d'offres, commande publique. Et donc, dans ce cadre, on a lancé un appel à manifestation d'intérêt en avril dernier visant à recueillir les besoins des acteurs publics en données spatiales et en services associés, donc qui intègrent des données spatiales. Dans l'idée, dans un second temps, de lancer des appels d'offres financés par France 2030, donc pour certains cas d'usage qu'on considère comme particulièrement intéressants, particulièrement prometteurs, particulièrement travaillés. Donc pour lancer des appels d'offres financés par France 2030 qui viseront à nouer des marchés opérés par le CNES pour le compte de ces acteurs publics tiers pour répondre aux besoins, aux besoins exprimés. En ayant recours à l'industrie. Voilà. Et donc, je fais le lien avec ce que disait Benoît Chabrier tout à l'heure, mais effectivement, on a un fort axe lié à France Nation Verte et aux priorités qui sont citées. Tout ça en faveur du renforcement de la contribution du spatial à la transition écologique. Voilà, donc peut-être quelques éléments précis. Donc une première relève a eu lieu en mai. Et donc tout ça hein, dans une logique d'amorçage, l'idée étant bien de soutenir, de stimuler l'écosystème industriel qui, voilà, pour qu'elle ensuite aille se développer sur d'autres marchés
publics à l'export ou commerciaux, avec des solutions particulièrement innovantes. Peut-être un rapide retour, puisqu'on a, à l'issue de cette première relève de mai, nous sommes en phase d'instruction, enfin d'analyse des retours et d'instruction. Donc voilà, j'aimerais souligner que on considère cette première relève comme un succès, puisqu'on a eu près de 120 besoins exprimés par 83 acteurs publics différents, avec plusieurs sujets, entre autres l'aménagement du territoire qui revient beaucoup, la gestion des risques d'inondation et de feux de forêt, le suivi de la qualité de l'air, le suivi des îlots de chaleur, voilà, entre autres le suivi du trait de côte. Et donc ne vous inquiétez pas, une deuxième relève a lieu très vite, et de manière générale cet appel à manifestation d'intérêt est ouvert jusqu'à l'an prochain, avril 2024. Donc voilà, n'hésitez pas à faire remonter vos besoins, on les prendra en compte, donc notamment voilà, avec cette deuxième relève qui est fixée au 20 novembre prochain. Je pense qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, mais je peux peut-être là-dessus faire un zoom pour dire que comment on répond à cet appel à manifestation d'intérêt. Un formulaire, donc il suffit de remplir un formulaire en ligne sur démarchesimplifiée.fr, voilà, en renseignant vos besoins, en particulier comment il permettrait d'appuyer la mise en œuvre des politiques publiques dont vous avez la charge. Voilà, avec un niveau de précision qui est, enfin voilà, qui est en lien avec ce que vous pouvez apporter. Voilà, nous, on a côté CNES, derrière, on lance tout un travail derrière pour mieux comprendre le besoin, l'analyser. Et donc, voilà, c'est vraiment à votre guise en termes de précision à apporter. Oui. Prochaine étape, donc cette deuxième relève du 20 novembre, ouais, que je vous rappelle. Donc tout est en ligne. Enfin voilà. Peut-être. Ah oui, et pour ceux qui auraient une perception un peu floue d'un besoin éventuel, je vous redirige vers des ressources existantes qui sont à votre disposition pour peut-être voilà, préciser ce besoin éventuel. Et par rapport à ce que pourrait apporter le spatial notamment, donc que ce soit ce que propose la communauté Applisat, donc en lien avec la mise en œuvre du plan d'application satellitaire sous l'égide du ministère de la Transition écologique, ou voilà, tout ce que propose l'offre de services de Connect by CNES. Voilà, et donc bien sûr, moi et l'équipe CNES sommes à votre disposition pour tout échange ou plus approfondi sur vos éventuels besoins ou questionnements par rapport à ces besoins. Voilà. Merci. Merci beaucoup. C'est vrai que ça faisait un moment qu'on se voyait en visio, parce qu'on a communiqué auprès des collectivités qui ont contribué à la conception de ce programme aussi cette année, Territoire en transition, tout comme ce programme n'aurait pas pu être fait sans nos partenaires aussi voilà, divers et variés que vous avez pu voir ici et que vous allez continuer à voir cet après-midi. Donc on peut les applaudir et je vous remercie encore une fois pour cela.